Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des actions que je compte acheter pour le mois de mai 2023. Donc on va parler d'Amazon et de Enphase notamment, et on parlera aussi d'autres actions pour lesquelles les résultats en fait du premier trimestre 2023 sont à venir la semaine prochaine et je vais m'y intéresser. Et en fin de vidéo, on regardera aussi des mouvements que j'ai fait sur mon portefeuille. Comme d'habitude, vous avez en description le sommaire pour passer d'un chapitre à l'autre, et maintenant on va passer directement à ce que je vais acheter. Et tout d'abord, bon, je le répète à chaque vidéo, mais c'est extrêmement important et on va passer vite dessus. Je vais racheter des ETF en DCA sans me poser de questions le même montant. Ça fait partie de ma stratégie globale d'investir sur des indices et des actions, et les indices notamment via les ETF. Comme ça, je ne me prends pas de la tête et ça me protège énormément émotionnellement. Donc je l'achèterai la semaine prochaine. Je vous ferai comme d'habitude un petit post sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je vous poste du contenu différent là-bas et je vous tiens au courant un petit peu plus vite des informations. Et j'aime ainsi rappeler toujours que j'achète des ETF parce que sur le long terme, notamment par exemple le S&P 500, on sait que si on investit sur un horizon de temps assez long et qu'on considère cet argent comme bloqué, on a quand même de très grandes chances de retrouver et de gagner de l'argent. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais. Et ça fait partie d'une stratégie globale totale de mon patrimoine dans laquelle j'aurai des ETF, j'aurai aussi des actions individuelles, de l'immobilier, du cash, de la crypto, etc. Donc voilà, c'est plus une stratégie globale que je gère en pourcentage selon mon profil, mon âge, et j'invite chaque personne à faire de même parce que pour moi c'est dangereux de tout mettre sur un seul actif et il faut se diversifier et se gérer un petit peu sur différents types d'actifs. C'est les idées comme vous le savez que je défends sur la chaîne, l'objectif de cette vidéo c'est pas d'en parler mais je tenais à le rappeler. Donc pour les actions, premièrement Amazon, c'est une action que j'ai déjà rachetée un petit peu et je vais certainement continuer à l'acheter. Alors je tiens à le dire de suite, on peut vite se faire mal à la tête à analyser Amazon parce que c'est une entreprise qui est vraiment concentrée sur la croissance. Certes, il commence à se concentrer un petit peu plus sur la profitabilité, mais on est quand même toujours sur une entreprise qui réinvestit massivement. Et donc moi personnellement, historiquement, j'aime utiliser l'operating cash flow pour faire mes projections sur Amazon, car en fait l'entreprise, elle se concentre pas trop sur la rentabilité, et cet indicateur, il me permet de voir le cash qui est généré par les opérations, et notamment en enlevant les investissements. Par exemple, si on faisait ça sur un free cash flow, ce serait beaucoup plus compliqué parce que le free cash flow n'est pas du tout stable dans le temps à cause des investissements. Si on regarde quand même rapidement la photo que je vous ai mis ici de Finviz, on voit que c'est quand même une entreprise qui a toujours une très forte croissance. Sur les revenus, on était à plus de 20% en composé sur les 5 dernières années. On a une belle marge brute à 43%. Par contre, comme vous voyez, la marge opérationnelle et la marge nette sont extrêmement basses, voire même négatives en ce moment pour le profit margin, tout simplement parce que ce n'est pas la priorité de l'entreprise. Cependant, l'entreprise elle a un price to sales à 2, ce qui historiquement, si vous regardez sur le graphique du bas, est beaucoup plus bas que la moyenne sur allez, les 5-6 dernières années où on était à presque 3,5. Et de la même façon, si vous regardez le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel, donc le price to operating cash flow, vous voyez qu'on a une moyenne sur les 6 dernières années à pas loin de 30 et en ce moment, on est à 24. Et si vous regardez le graphique juste au-dessus, on arrive quand même à voir que l'entreprise elle est plutôt sur un point bas de sa valorisation historiquement si on regarde sur les dernières années, sur évidemment ces deux indicateurs. Alors je le dis de suite, hein, l'objectif là c'est pas de faire une analyse complète, ce serait plus long que ça. Peut-être pourquoi pas d'ailleurs un jour vous en faire une vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce qu'Amazon vous intéresserait ou d'autres entreprises pourraient vous intéresser. Au niveau du prix cible, alors là je vous ai mis un prime écran du petit tableau qui est accessible d'ailleurs pour les personnes qui sont dans le programme, donc n'hésitez pas à aller voir le tableau et à côté vous avez les liens qui amènent directement sur les analyses. Et donc là, vous avez mon Excel. Et effectivement, ici, j'ai fait une projection sur l'operating cash flow, puisque je ne peux pas vraiment le faire sur le free cash flow, ni d'ailleurs sur les résultats nets, puisque c'est très instable. Et globalement, ma conclusion, c'est que l'entreprise, quand elle est sous les 120 dollars, je commence vraiment à m'y intéresser et à vouloir l'acheter. Mes chiffres sont assez prudents à mon avis. Je me dois d'être raisonnable et d'investir vraiment quand je vois des prix qui m'intéressent par rapport à des prévisions futures qui sont quand même un petit peu plus en berne, sachant que l'économie a ralenti et que c'est quelque chose qui évidemment va affecter Amazon. D'ailleurs, on l'a vu dans les derniers résultats de l'entreprise où on a eu clairement des aspects un tout petit peu décevants sur notamment AWS parce que les entreprises sont en train de grandement réduire leurs coûts et donc forcément ils veulent moins payer pour avoir accès au système donc de serveurs AWS au cloud en fait. Et pour finir, vous savez que j'aime souvent regarder l'avis des analystes et on voit que eux ils sont sur une très grosse recommandation à l'achat avec un prix cible sur un an à 137 dollars alors qu'aujourd'hui on est sur une action qui est à 105 dollars. Donc voilà, je suis plutôt en ligne avec les analystes, eux ils sont sur du 137, moi je suis sur du 120 ou un petit peu moins, donc plutôt encourageant pour moi et clairement il se pourrait que je continue à renforcer la position sur Amazon. Passons maintenant à Enphase. Alors Enphase c'est une longue histoire pour moi.
Pour rappel, autant Amazon, je pense que vous connaissez le business model, puis j'en ai déjà souvent parlé. Enphase peut-être un petit peu moins. C'est une entreprise qui est leader dans tout ce qui est la fourniture de matériel pour la production d'énergie solaire, avec notamment des micro-inverteurs connectés qui sont très populaires. Et globalement, c'est une entreprise qui est en très forte croissance depuis quelques années. Je l'avais à l'époque acheté avec un prix de revient unitaire autour des 140 dollars et je l'avais revendu pas loin des 300 dollars parce qu'elle avait explosé et pour moi elle était vraiment surévaluée. Je n'aime pas vendre, j'aime conserver mes actions sur le long terme, mais il y a un moment il n'y a pas de petite plus-value et quand une entreprise est juste beaucoup trop chère, et ben ça peut m'arriver de prendre des plus-values. Et là on voit qu'elle est revenue très fortement à la baisse et elle vient d'atteindre les presque 160 dollars. Et moi c'est une entreprise qui clairement pourrait m'intéresser, on va dire autour des 140 dollars. Si on regarde rapidement les chiffres, on voit que c'est une entreprise qui a une croissance sur les 5 dernières années en composé des ventes de plus de 50%, donc clairement une entreprise de croissance, une entreprise très volatile, je tiens à vous le dire, vous avez vu d'ailleurs le graphique, c'est pas une entreprise qui est faite pour tout le monde parce qu'elle est extrêmement volatile et elle a des variations assez violentes, dues au fait que le business a une forte croissance. Au niveau des marges, c'est une entreprise qui est rentable depuis seulement 2019 et on se balade entre 10 et 20% de marge nette, donc ça fluctue aussi. Encore une fois, un petit peu de volatilité sur l'entreprise. C'est pas une entreprise extrêmement mature qui serait très constante, donc voilà, c'est une entreprise sur laquelle on s'attend aussi à avoir des plus grosses variations sur les EPS notamment. EPS, c'est bénéfice par action, earnings per share. Et bon, bref, si on avance un petit peu, je veux pas que la vidéo soit trop longue. On voit qu'au niveau des valorisations, bah, on est quand même cher avec un prix par rapport au chiffre d'affaires à presque 10, bah, évidemment, puisqu'il y a une très grosse croissance. Si on prend du plus 20, 30, 40, 50% sur les chiffres d'affaires chaque année, forcément, et ben, le price to sales va descendre très vite, puisqu'on va fortement augmenter le chiffre d'affaires. Sachez que moi, je suis pas du tout sur des croissances de 50%, je suis quand même beaucoup plus raisonnable, je suis sur des croissances qui seront entre 10 et 20% selon les années, sachant que j'en avais parlé dans une vidéo. À l'époque, j'avais vendu aussi l'entreprise parce que j'étais persuadé qu'elle allait souffrir de l'augmentation des taux, parce que c'est une installation qui coûte cher, le solaire, et les taux ont remonté, les gens font ça à crédit, et d'ailleurs on commence à le ressentir dans les résultats, c'est pour ça qu'elle corrige, parce que justement le chiffre d'affaires commence à ralentir, parce que ben, il y a moins d'argent disponible, et c'est plus dur de venir installer des grosses installations de panneaux solaires. C'était un petit peu ma théorie à l'époque, maintenant on est plus d'un an plus tard, ça commence à avoir lieu, et tant mieux, parce que ça va me permettre de racheter l'entreprise, puisque sur le long terme c'est une entreprise que j'apprécie. Donc voilà, ensuite si vous voulez regarder tous les indicateurs financiers, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Et juste pour finir, on voit quand même que si vous regardez les différents indicateurs financiers, donc en vert le price to earning ou le PER en français, en bleu clair le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, en bleu foncé le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel et en rouge le prix par rapport au chiffre d'affaires. Globalement, ce que je veux vous montrer, c'est que si on regarde là depuis 2020, l'entreprise elle a été assez cher, comme je vous le disais d'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais vendu. Et là, vous regardez, les quatre courbes ont quand même fortement baissé. Et donc, en ce moment, la valorisation de l'entreprise est plus basse que ce qu'elle a été il y a quelques années. Évidemment, ça ne veut pas dire que l'entreprise, c'est l'achat du siècle. Pour ça, il faut à tout prix faire ses projections dans le futur des revenus qu'on aura ou du flux de trésorerie disponible, les ramener dans le présent en les actualisant avec un discount rate que l'on désire faire, donc un retour sur investissement que l'on désire faire. Et ça nous donne un prix à payer aujourd'hui. Moi, je me situe vers 140 dollars et moins. Et juste pour finir avec les analystes, eux, pour le coup, ils sont pas du tout d'accord avec moi. Vous voyez, ils sont aussi sur une forte recommandation à l'achat. Par contre, eux, ils voient un prix cible à un an de plus de 260 dollars. Moi, clairement, je trouve ça beaucoup trop cher pour l'entreprise. Et donc, ben voilà, à cette époque-là, quand c'était sur des prix encore plus élevés, j'avais vendu. Les analystes pensent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai mes chiffres qui me donnent mes projections. Ce qui fait que si un jour, eh bien, l'entreprise fait quelque chose qui me fait peur, je saurai pourquoi je l'ai fait. Et je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. C'est pour ça que je dis toujours que je vous donne pas de conseils, que personne ne peut vous donner des conseils. Parce que si on écoute ce que disent les analystes, après, on ne sait pas pourquoi on a acheté une entreprise. Moi, j'aurai mes chiffres, ils sont dans des Excel. Et un an, 2 ans, 3 ans plus tard, eh bien, je peux regarder pourquoi je l'avais acheté à l'époque. Et d'ailleurs, je le fais déjà sur les actions que j'ai achetées il y a longtemps. Évidemment, je vous le répète parce que ça, c'est vraiment la philosophie que je défends sur la chaîne, se former, devenir indépendant et savoir pourquoi on achète une entreprise, un ETF ou quelque investissement qui soit. Pour moi, il faut vraiment avoir ses convictions personnelles, sinon on va paniquer sur le long terme. Je vous propose de passer à la dernière partie de la vidéo. Donc tout d'abord, je tiens à dire, voilà, il y a pas mal de résultats qui vont venir. On a déjà eu pratiquement tous les GAFA. Il manque que Apple qui est ici. Et Apple va beaucoup m'intéresser, notamment parce que l'entreprise, je la trouve chère en ce moment et j'ai un petit peu hâte de voir quand même les résultats, sachant que j'ai une grosse plus-value dessus. Je vais aussi regarder SoFi, AMD, Qualcomm, Etsy, Block, Coinbase. Donc voilà, il y a pas mal de résultats à suivre et il y a notamment des entreprises comme AMD, si elle venait à corriger, je pourrais clairement en racheter. Des entreprises comme SoFi, je veux vraiment voir où on en est parce que c'est une entreprise que j'apprécie, mais elle est dans la finance et donc forcément la finance en ce moment, vous avez vu ce qui se passe avec les banques, les faillites, etc. Donc c'est l'entreprise que je vais regarder de près. De la même façon, Qualcomm, il faut que je la regarde aussi. Donc voilà, j'ai pas mal de travail à venir.
Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que évidemment, là, je vous ai parlé de Amazon que je vais très certainement racheter un petit peu, de Enphase à laquelle je pense, mais il y a aussi d'autres actions que je pourrais acheter. Ce que je veux vous dire en gros, c'est que évidemment, je peux racheter d'autres actions dont je ne parle pas dans cette vidéo parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et en 2-3 semaines d'ici la fin du mois, on peut avoir des actions qui corrigent fortement sur des mauvaises nouvelles. Et si j'estime que c'est des bonnes affaires, et ben, je peux venir en acheter. J'avais fait ça par exemple à l'époque, j'ai acheté de l'Amazon, j'en avais acheté assez bas. J'avais aussi acheté du Tesla assez bas. J'avais racheté du Microsoft sous les 230 ou autour des 230. J'avais racheté du Facebook assez bas, du Meta. Donc voilà, je peux très bien acheter d'autres entreprises et évidemment, je vous tiendrai au courant sur le long terme les entreprises que j'achète, que je renforce ou que je vends. Passons maintenant au dernier point. En fait, j'ai des actions qui sont en transfert. J'avais un vieux courtier que j'utilise plus du tout. Les frais sont énormes. C'était il y a plus de 5 ans que je l'avais ouvert, donc voilà, clairement, je n'utilise plus. Donc en fait, je suis en train de transférer notamment mes premières actions Apple et mes premières actions Microsoft parce que sur le long terme, quand j'en aurai beaucoup plus en termes de position, je pourrais pourquoi pas les utiliser pour des options sur le long terme ou si un jour elles sont surévaluées, tout simplement pour avoir un petit peu de rendement. Donc je suis en train de tout transférer sur Interactive Broker. Et de la même façon, sachant que je trouve Apple vraiment cher en ce moment et Microsoft qui a aussi réexplosé, j'avais une petite morceau de mes positions qui était aussi sur un autre courtier. Et j'en ai profité pour prendre en fait des plus-values dessus. Il n'y a pas de petite plus-value, mais ça ne veut pas du tout dire que je n'apprécie pas les entreprises. Et bien au contraire, je vais continuer à acheter du Microsoft et du Apple sur le long terme si elles venaient évidemment à corriger sur des prix qui me plaisent encore. D'ailleurs, je les ai aussi réaffichés dans mon tableau de suivi. Vous voyez qu'un Microsoft sous les 250, je commence vraiment à m'y intéresser. Aujourd'hui, on est à plus de 300, donc je la trouve un petit peu chère. Et au niveau de Apple, on est à 170 $ en ce moment, alors que moi, je veux l'acheter sous les 115, 110, 100. Donc clairement, j'ai encore des bonnes positions dessus avec des gros gains. On parle d'actions que j'avais dû acheter en 2019 à l'époque. J'ai regardé hier et je suis autour des 240% de plus-value sur Apple et au niveau des 80% de plus-value sur mes actions de Microsoft aussi de l'époque. Donc je les conserve évidemment et je vais certainement en racheter si ça venait à rebaisser. À savoir aussi, et je finirai là-dessus, qu'en ce moment, je suis en train d'accumuler pas mal de cash parce que j'ai fait des visites en immobilier. Je suis en train de regarder le marché, ça baisse pas encore assez. Par contre, clairement, il faut que je garde du cash parce que si je trouve une bonne affaire et que je dois faire un apport, eh bien, je le fais. Donc voilà, en ce moment, je fais toujours mes DCA évidemment, mais je mets des sommes un petit peu plus petites chaque mois et même pourquoi pas, vous voyez, je peux prendre des petites plus-values de temps en temps, tout simplement pour me grossir un petit peu mon cash, pour vraiment être confortable si je vois passer une affaire, non pas en bourse, mais peut-être par exemple en immobilier. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou simplement revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, vous trouverez en description un lien vers le cours offert sur les bases pour commencer à investir en bourse. Comme je vous le dis souvent, j'avais eu des retours positifs dessus et donc ça me fait plaisir d'en reparler à chaque fois. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, etc. Et vous pouvez passer même me dire bonjour sur Instagram si vous voulez. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.